Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 26 juin 2022. Lentement mais sûrement, le Bénin poursuit sa marche vers le renforcement de la bonne gouvernance au niveau des collectivités territoriales. 2 ans déjà que la 4e mandature de la décentralisation a pris son envol. Quel bilan peut-on faire des actions menées au profit des populations? Nous ferons l'exercice avec le maire de Kouandé, Didier Kouandé Sounon, répondra aux questions par téléphone depuis sa localité. Le dimanche 24 juillet 2022, c'est la date retenue pour les élections des membres de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Le comité d'organisation de ces élections déroule son programme, mais des voix s'élèvent déjà pour dénoncer des irrégularités qui émaillent le processus. Jacques Richard Kodjo est le président du dit comité. Il nous dira donc de quoi il s'agit concrètement. Il est sans doute l'un de vos artistes préférés. Pour certains, il fait partie de ceux qui assurent l'avenir du rap au Bénin. Et pour d'autres, c'est plutôt le magicien ou le technicien du rap béninois. X-Time sera au rendez-vous de ce dimanche aux environs de 14 h pour nous dire tout sur sa carrière, ses collaborations et ses projets pour ses fans. Mesdames et messieurs, vous avez raison de nous préférer tous les dimanches pour vous informer. Alors, si vous êtes prêts, voici le grand format chez vous. À la une de l'actualité au Bénin, les travaux de protection de la côte maritime allant de Grand Popo à Ilakondi dans le département du Mono vont démarrer dans les jours à venir. Toutes les étapes préliminaires ont été franchies. Les personnes affectées par le projet ont été conviées à une séance de sensibilisation. On en parle dans un instant. On parlera également de cette initiative du gouvernement. Le gouvernement qui veut organiser une campagne nationale de vulgarisation du projet Assurance pour le renforcement du capital humain. Cette campagne se fera avec un téléfilm officiellement lancé vendredi à Cotonou. Images et reportages à suivre. À suivre également le point de la cérémonie d'installation des membres de l'équipe technique de formulation du compact régional devant servir à relier le Bénin au Niger. Au nombre de 10, ils ont pour mission de dérouler le programme de développement du transport pour l'intégration régionale entre le Bénin et le Niger. Merci donc de nous préférer pour vous informer. Merci d'être au rendez-vous. On démarre le point de l'actualité avec cette bonne nouvelle. Sachez que le processus de libération des emprises pour les travaux de protection de la côte maritime allant de Grand Popo à Ilakondi dans le département du Mono est dans sa phase décisive. Après les négociations avec les personnes affectées par le projet des audiences foraines d'homologation des procès verbaux d'indemnisation ou d'aide à la réinstallation, une séance de sensibilisation a été organisée au profit de ces personnes. Geoffroy Messan nous en parle. Les travaux de protection de la côte maritime du Bénin allant de Grand Popo à Ilakondi dans le département du Mono démarrent dans les prochains jours. Le chemin est désormais balisé à travers ces audiences foraines d'homologation, des procès-verbaux, des indemnisations ou aides à la réinstallation. Organisées dans la semaine du 20 au 26 juin 2022, elles font suite à des séances de négociation qui ont eu lieu à Agoué avec les personnes affectées. Toutes les phases ont été respectées. Les enquêtes commodo et incommodo, ils étaient allés vérifier si leurs noms correspondent à ce qui est écrit, etc. etc. Et donc, s'il y a des réclamations ont été faites. Une étape décisive vient donc d'être franchie pour le lancement effectif des travaux. Le préfet du Mono, en effectuant le jeudi 23 juin dernier une descente sur les lieux des audiences foraines, ne s'est pas fait prier pour sensibiliser les personnes identifiées affectées par le projet. C'est un projet qui se déroule sous l'égide de l'UEMOA entre le Bénin et le Togo. C'est le lieu pour moi d'abord de remercier le chef de l'État pour sa détermination, parce que le Conseil des ministres a quand même approuvé tout ce que le comité interministériel a fait comme proposition. Au total, 230 personnes affectées par le projet ont été identifiées. Les indemnisations ou aides à la réinstallation feront l'objet de transferts électroniques. Et donc, dès lors que les fonds seront reçus, qu'ils aient l'aimabilité de vider les lieux pour permettre à l'entreprise de faire les travaux normalement. Je voudrais lancer un dernier appel, c'est
à l'endroit de ces PAP, comme je le disais tout à l'heure, c'est que ces montants ne soient pas détournés, participent réellement au relèvement de leur niveau pour que leur qualité de vie, à partir de cette annonce, s'améliore. L'argent qu'on nous a proposé, ça dépasse un peu de nos ententes. Nous sommes satisfaits de l'argent. Ce qu'on nous a proposé, on l'a reçu à cœur ouvert. C'est très bon. On remercie le haut jusqu'en bas pour ce qu'ils ont entrepris pour nous satisfaire. Et je tiens à remercier le gouvernement et surtout notre président Patrice Talon pour le bienfait d'avoir pensé à nous. L'entreprise est à pied d'œuvre, il est en train de faire les travaux préparatifs et je crois début octobre, ils vont démarrer effectivement les travaux sur le terrain. Les travaux de protection de la côte maritime du Bénin, allant de Grand Popo à Ilakonji, sont à mettre au titre du projet Wakare, un projet régional placé sous l'égide de la Banque mondiale. Lancement de la deuxième phase du projet La Cuniculture, un tremplin pour les jeunes filles en situation de vulnérabilité dans la commune de Zakota. C'est une initiative multi-acteurs à travers laquelle l'ONG Éleveurs sans frontières Bénin a formé et accompagne 25 jeunes filles dans la filière et 5 autres en transformation et commercialisation de lapins. La finalité donc étant de permettre aux bénéficiaires de sortir de la précarité. Imet Hélène Monsou. Exécuté par l'ONG Élevage sans frontières ESF Bénin, le projet est à sa deuxième phase. Il est connu sous le vocable la cuniculture, un tremplin de réussite pour les jeunes filles en situation de vulnérabilité dans la commune de Zakota. C'est une composante des projets innovants des sociétés civiles et des coalitions d'acteurs PISCA. Il vise à contribuer à la sécurisation et à l'orientation socio-professionnelle de 30 jeunes filles vulnérables grâce à la cuniculture. La première phase de ce projet en 2021 a permis la formation de 25 filles en élevage de lapins, la formation de 5 filles en transformation de lapins et en commercialisation, la construction de 25 bâtiments d'élevage individuels, la dotation d'équipements d'élevage, à savoir des cages, des mangeoires, des abreuvoirs, des boîtes à nids, la fourniture de 200 géniteurs, 175 femelles et 25 géniteurs mâles. La fourniture d'aliments de démarrage. Après 8 mois d'activité, les filles ont commercialisé 783 lapins pour un montant de 2 185 000 francs CFA. Les fonds ont permis à chacune d'elles de subvenir à ses besoins vitaux. La deuxième phase du projet consiste à renforcer la capacité des bénéficiaires à produire davantage et à rentabiliser leur production. Dans cette optique, chaque fille a reçu un appui en matériel composé de cages, de mangeoires et autres. Avec l'élevage familial, nous constatons quand même qu'il y a l'épanouissement de nos familles et c'est pourquoi pour la réalisation du présent projet, Cridel ONG se tient aux côtés de l'élevage sans frontières. Désormais, l'aliment du lapin sera fabriqué sur place ici à Adido. Le lapin sera transformé sur place. La viande de lapin sera commercialisée au temps réel depuis Adido. Nous voudrions exhorter les filles bénéficiaires à bien s'occuper de cette activité prometteuse. La commune de Zakota est favorable à accompagner ces genres d'actions qui concourent réellement à son développement. La mission principale du ESF Bénin est d'appuyer les communautés paysannes vulnérables à améliorer leurs conditions de vie par l'élevage pour l'atteinte des objectifs. L'ONG bénéficie de l'accompagnement de plusieurs acteurs. L'organisation est financièrement soutenue par Élevage sans frontières France ainsi que l'ambassade de France au Bénin. En vue d'étendre le projet à d'autres localités de la commune, ESF Bénin sollicite l'accompagnement du conseil communal à travers la mise en place du fonds d'appui aux jeunes filles vulnérables. Ce journal va se poursuivre avec ces images prises par Elvis Tonocoin. Les députés ont pris part vendredi dernier aux travaux de la session d'orientation des parlementaires de l'Assemblée nationale du Bénin sur le plaidoyer et le suivi budgétaire en faveur de l'élimination du paludisme au Bénin. La session est une initiative de l'organisation internationale Speak Up Africa basée à Dakar au Sénégal avec le soutien du ministère de la Santé du Bénin. L'objectif est d'engager désormais le Parlement dans la lutte et sollicité par
par la même occasion l'augmentation des ressources pour mener à bien ce combat. Et l'autre combat pour lequel il faut également redoubler d'ardeur, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Le gouvernement en est bien conscient et bientôt va démarrer une campagne nationale de vulgarisation du projet H, Assurance pour le renforcement du capital humain. Canal choisit un téléfilm qui décrit le contenu du programme et ses nombreux avantages au profit des populations. Vendredi dernier, cette production audiovisuelle a été officiellement lancée en présence de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Maman bénéficiaire de l'assurance maladie de Arch. Une production audiovisuelle pour servir de support à une campagne nationale de vulgarisation autour du projet Assurance pour le renforcement du capital humain à Arch. On dirait de la magie. Je présente la carte quelque part et aussitôt tout m'est servi. La carte Arch fait vraiment des miracles. Un téléfilm d'une trentaine de minutes qui renferme les caractéristiques et le contenu réel de ce projet conçu pour sauver des vies humaines. Je suis de retour, saine et sauve au sein des miens. Alors que j'étais à 2 doigts de perdre la vie, je suis de retour, saine et sauve devant vous, grâce à cette carte. La carte Arch, un sésame d'accès aux soins de santé primaire sans le moindre investissement. Il est destiné aux pauvres extrêmes. Les pauvres extrêmes, nous en avons sur toute l'étendue du territoire. Après les enquêtes PMT qui ont été réalisées récemment, 1 350 000 environ de pauvres extrêmes dans le Bénin. Ceux qui n'ont pas accès facilement aux soins de santé primaires, ceux qui, pour un manque de 1 000 francs, de 2 000, de 5 000, de 10 000, ne peuvent pas se soigner. Des hommes et femmes recensés au cours d'un porte-à-porte dans les ménages organisés dans beaucoup de communes du pays. Et sur le plus du million de personnes recensées, certains ont déjà goûté aux délices de ce projet. J'ai été prise en charge durant mon accouchement et je n'ai rien payé. Lorsque je suis tombé malade, je suis allé à l'hôpital avec ma carte et j'ai été prise en charge gratuitement. Le nombre de bénéficiaires va s'accroître dans les jours à venir avec la phase de généralisation du projet appelée à atteindre toutes les communes du Bénin. Une phase qui va se faire avec ce téléfilm dont les concepteurs ont prévu une diversité linguistique dans la communication. Ce film a été tourné aussi avec des acteurs locuteurs de langue nationale, de 6 langues nationales que sont le Fon, le Dindi, le Batonou, le Yoruba et le Mina. Donc ce film n'existe pas en doublage, mais des acteurs locuteurs de ces langues ont tourné vraiment. Autour de ce téléfilm, il y a une vingtaine de spots audio et vidéo qui vont envahir au cours de cette campagne de vulgarisation tous les canaux de communication. Initié depuis 2019, le projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arch comporte plusieurs volets sociaux dont l'assurance maladie. Ici, le panier des soins renferme plus de 70 pathologies. À côté des efforts pour l'amélioration des conditions de vie des populations, il faut associer la défense et le respect des droits humains. C'est sur ce front que s'est engagée l'ONG Changement Social depuis quelques années. Vendredi dernier, elle a organisé à Cotonou un atelier de validation du rapport et de plaidoyer de la société civile. L'objectif est de fédérer les observations et les suggestions en un document commun pour renforcer la lutte au Bénin. Reportage. L'amélioration des conditions pour un meilleur respect des droits humains au cœur de cette séance de travail. Ensemble, les différents acteurs œuvrant pour la promotion des droits de l'homme se retrouvent pour donner la touche finale au rapport alternatif de la société civile. Un examen périodique universel qui se veut un plaidoyer national. C'est un processus qui permet en réalité la revue périodique des États sur le niveau de mise en œuvre des engagements internationaux pris relativement aux droits humains. La société civile, de sa position, a aussi son mot à dire. Pendant que le gouvernement est de sa vocation et de sa mission régalienne, serait appelé dans son rapport pays à présenter donc le niveau de mise en œuvre à travers un verre qui sera perçu à moitié plein. La société civile, de façon complémentaire et utile, dans son rapport alternatif, présentera donc la situation de mise en œuvre dans le versant donc du verre à moitié vide. Toutes choses permettant dans une dynamique donc inclusive et d'interaction
dans l'action publique d'aspirer à un verre totalement plein. Loin d'être un simple atelier de validation du rapport alternatif de la société civile, les organisateurs entendent recueillir au cours des présentes assises les amendements et suggestions de tous les acteurs du secteur dans une démarche inclusive et transparente. Le premier violateur des droits humains dans nos pays, c'est l'État, à travers ses agents. Et donc, l'INDH du Bénin, depuis son installation, le 28 décembre 2018, fait son chemin et donc de faire en sorte que les droits humains soient une réalité dans notre pays, aux côtés de notre État, pour qui nous sommes conseillés. C'est pourquoi, depuis 5 ans, nous avons mis en place ce groupe de travail de la société civile qui travaille à fédérer les énergies, fédérer les préoccupations, pour que nous parlions d'une même voix à travers un document unique valant rapport à la société civile. Changement social et tous ses partenaires ont accepté jouer leur partition en matière de promotion, de protection et d'amélioration de la situation des droits de l'homme dans ce pays. Je prends toute la mesure de la détermination, de leur volonté à accompagner l'État dans cette tâche qui n'est pas une tâche facile. Conviés pour la circonstance, tous les acteurs et toutes les structures intervenant dans la promotion et la défense des droits humains prennent la mesure de la situation. Ils s'engagent à faire de ce document alternatif de la société civile, qui sera validé, un véritable breviaire des observations, doléances et suggestions pour un meilleur respect des droits de l'homme au Bénin. Les travaux de la première session ordinaire de la Commission nationale des finances locales ont démarré depuis jeudi à Boycon. Plusieurs points étaient inscrits au menu des assises. Ils ont été accompagnés de diverses communications qui ont permis aux participants de procéder à la répartition du Fonds d'appui au développement des communes FADEC 2022. Raphaël Akotayon, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux de la session. Imet Hélène Amoussou. La première au titre de l'année 2022, la session est organisée par la Commission nationale des finances locales, CONAFIL. C'est le cadre idéal pour les participants de débattre des questions majeures portant sur les finances dans les communes. Les assises interviennent dans un contexte de réforme visant l'amélioration de l'action communale pour une décentralisation au service du bien-être des populations. Nous avons déjà procédé à l'installation des secrétaires exécutifs. Nous avons déjà, d'ici quelques jours, nous avons désigné les cadres qui vont accompagner le secrétaire exécutif dans la gestion de l'administration communale. Tous ces organes ne peuvent valablement fonctionner sans moyens. Les ressources du Fonds FADEC interviennent comme une bouffée d'oxygène pour permettre aux collectivités locales de faire face efficacement aux défis actuels et de continuer à assumer dans une dynamique l'amélioration continue des services offerts aux populations. Preuve de la volonté du gouvernement à pouvoir davantage au financement des communes, le rendez-vous de Boycon vient aussi en réponse à l'une des prescriptions du manuel de procédure du Fonds d'appui au développement des communes FADEC, celle relative à la répartition des dotations. Au regard des tests, ces dernières doivent se faire en toute transparence devant les membres de la CONAFIL. À cet effet, cette session sera donc consacrée à plusieurs points, notamment la répartition des ressources du FADEC, fonctionnement et investissement 2022. Et donc la tenue de la présente session vient rassurer un peu les élus et les populations qui espèrent de bonnes nouvelles iront au niveau de nos différentes communes. Il ne pouvait en être autrement puisque nos communes sont à la recherche de croissance pour jouer leur partition dans l'accompagnement de l'État central pour le mieux-être des populations. Le financement des collectivités territoriales est un enjeu important pour le gouvernement. C'est pourquoi une enveloppe financière de 37 milliards sera répartie aux communes au cours de cette session. Et enfin, 900 millions pour le nouveau guichet Sahel. Les maires, les adjoints aux maires, les chefs d'arrondissement, les présidents de commissions permanentes, les conseillers communaux qui n'ont pas d'autres responsabilités et les chefs de village et de quartier de ville seront désormais rémunérés. La présente répartition intégrera donc la rémunération de ces acteurs suscités.
Institué en 2008, le FADEC est créé pour servir de mécanisme de financement des collectivités territoriales. La répartition des ressources se fait sur la base de nombre de critères prédéfinis. Il vise, entre autres objectifs, la correction des déséquilibres entre les communes par un système de péréquation. Le FADEC va incessamment changer de dénomination pour devenir le Fonds d'investissement communal et va proposer aux communes de multiples choix de financement plus innovants. Dans le reste de l'actualité, à présent, à l'occasion de la 5e édition du Forum d'investissement du Bénin, l'Agence belge de développement, à travers son projet d'appui au renforcement de l'écosystème de l'économie numérique au Bénin, a initié Startup Night, un rendez-vous de promotion d'une dizaine de start-up femmes béninoises à Cotonou. La rencontre a permis au public de découvrir des solutions numériques que proposent ces start-up identifiées. On fait le point avec Teddy Goudalo. Rencontre de promotion de start-up femmes béninoises. Dénommée Startup Night, elle offre la possibilité à 11 start-up de faire connaître leurs solutions au public dans divers secteurs d'activité. Il s'agit de la santé, de l'éducation, le tourisme, l'agriculture, le numérique, l'environnement et bien d'autres. C'est donc un plaisir pour nous de participer à la Startup Night, un événement auquel nous avons pris du plaisir à organiser avec bien sûr la facilitation du Bénin Investment Forum, mais surtout de Enabel Bénin, notre partenaire qui a justement permis la naissance de notre organisation qui est la Womenitech, et donc que nous remercions beaucoup. Merci à Enabel Bénin pour le soutien. Startup Night émane du projet DigiBoost exécuté par Enabel Bénin et financé par l'Union européenne. Placé sous le thème Women in Tech, construire une industrie technologique plus inclusive et diversifiée, elle est conçue dans le cadre de la 5e édition du Forum d'investissement du Bénin. Il y a eu un travail de préparation, déjà d'identification de ces femmes-là, et de préparation pendant les semaines qui ont précédé ce temps, où elles ont eu à travailler à l'exercice de pitcher leur projet et arriver à convaincre des investisseurs, mais aussi, je pense, tout acteur ici présent. On en parle, faire, consolider, à avoir un environnement habilitant pour les entrepreneurs est clé et essentiel si on veut les voir se renforcer, si on veut les voir beaucoup plus fortes. Women must not only be good users of les femmes ne doivent pas seulement être de bonnes utilisatrices des nouvelles technologies, elles doivent aussi participer à les créer. Donc il revient à chacun d'entre nous de jouer sa part en contribuant au changement de mentalité. At MTN, Chez MTN, nous mettons un point d'honneur à accélérer l'inclusion des filles et des femmes dans le numérique. Cela part de notre politique de recrutement. Nous avons un focus particulier sur les compétences féminines. Equal employment and career opportunities in this field. Cette soirée spéciale offre ainsi à ces startups féminines des opportunités de partenariat avec plusieurs entreprises publiques et privées. Avant de passer à la deuxième partie du grand format avec le plateau invité, sachez que les membres de la commission technique, de l'équipe technique de formulation du compact régional devant servir à relier Cotonou et le Niger, donc le Bénin et le Niger, ont été officiellement installés. Il s'agit de 10 acteurs qui ont pour feuille de route de dérouler le programme de développement du transport pour l'intégration régionale entre le Bénin et le Niger. La cérémonie d'installation s'est déroulée vendredi dernier au ministère du développement. Reportage. L'équipe technique de formulation est composée d'un coordinateur national, un spécialiste des infrastructures routières, un spécialiste des opérations spéciales de transport, un spécialiste en performance environnementale et sociale, un expert en genre et inclusion sociale, un responsable financier, un spécialiste en passation des marchés, un responsable des communications et un économiste spécialiste en suivi et évaluation. Le renforcement et la réhabilitation de ce corridor contribueront à accroître la rapidité et l'efficacité du transit des marchandises en provenance de Cotonou
vers d'autres marchés extérieurs, voisins et éventuellement au-delà. Mesdames, Messieurs les membres de l'équipe technique de formulation du Compact, vous l'avez sans doute compris, le gouvernement met un point d'honneur à l'avènement et la mise en œuvre efficace de ce projet d'envergure régionale, afin de faciliter une plus grande croissance économique pour notre pays. Ainsi, il est de votre responsabilité de baliser le chemin pour la réalisation effective de ce noble objectif. Durant les jours et les mois à venir, votre mission sera d'animer sur le plan technique tout le processus de formulation du programme de transport pour l'intégration régionale entre le Bénin et le Niger. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc le point de l'actualité. Nous n'étions qu'à la première partie du grand format. Restez avec nous dans un instant. Nous prendrons la direction de Kouandé pour retrouver le maire Didier Kouandé Souno. Nous fera le bilan de ses actions 2 ans après son installation à la tête de cette commune. Mais avant, voici la pub. Placez un pari. Rendez-vous sur le site ou téléchargez l'application OneXBet, société de bookmaker. Arturo, j'ai un secret enfoui en moi depuis des années. Catalina, je suis prêt à tout entendre. Tu n'es pas le père de... Livraison de gâteau. Bon anniversaire. C'est un moment décisif, il contre-attaque les nouveaux ennemis. Bon anniversaire. Ah, je crois qu'il y a un but. On sait que c'est toi qui as kidnappé la fille du président. À vous. Livraison de gâteau. Bon anniversaire. Canal+ a 30 ans et on n'a pas fini de vous surprendre. Pour notre anniversaire, le décodeur est à 5 000 francs à partir de la formule Access. Et pour célébrer ensemble, Canal+ vous offre chaque jour un abonnement de 30 mois à tout Canal+. Direction Kouandé, nous sommes dans le département de l'Atakora, à 542 km de Cotonou. Nous allons établir la liaison avec le maire de la commune pour parler de son bilan après 2 ans d'exercice à la tête du conseil communal. Monsieur Didier Kouandé Souno, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, vous êtes administrateur du travail, juriste et consultant, maire de la commune de Kouandé. Vous êtes en direct sur le plateau du grand format de Canal 3 Bénin. Oui, c'est bien ça. Alors, depuis 2 ans que vous assumez cette fonction, quelle est l'ambiance de travail avec les autres conseillers communaux de Kouandé? Merci bien, merci de poser cette question. Il faut dire que ça fait déjà 2 ans que nous travaillons ensemble avec les autres conseillers. Mais je peux vous rassurer que malgré que nous avons 3 formations politiques au sein du conseil communal, mais les choses se déroulent de façon formidable. Il faut dire que les conseillers sont vraiment déterminés et ça, vraiment, j'apprécie cette grandeur d'esprit des 25 conseillers. Et parce qu'aujourd'hui, il faut dire il y a FCBE, il y a UP, il y a BR, mais lorsque vous venez au sein du conseil, vous ne saurez même pas qui est FCBE, qui est UP ou qui est BR. C'est le développement qui préoccupe tout le monde. Et je peux déjà vous dire que nous n'avons jamais voté un point. Nous avons toujours adopté tous les points à l'unanimité. D'accord. La promotion des cultures du terroir, c'est l'une de vos priorités de gouvernance. Vous l'avez dit à votre prise de fonction. Alors, 2 ans après, qu'est-ce qui a été fait dans ce sens? Je ne vous ai pas bien reçu. Je disais que la promotion des cultures du terroir, c'est l'une de vos priorités. Vous l'avez dit à votre prise de fonction. 2 ans après, qu'est-ce qui a été fait? Ok, merci bien. Il faut dire d'abord que la commune de Kouandé est une commune agricole. Et en tant que telle,
nous avons beaucoup accompagné les producteurs. Et aujourd'hui, il y a 3 grandes cultures qui sont les cultures phares. C'est la production du coton, c'est la production du soja, c'est la production du maïs. Donc les autres cultures non négligeables que sont l'igname et le sorgho viennent en 4e position. Donc, il faut dire que nous avons établi de très bonnes relations avec les fêtières que sont les unions communales, que ce soit l'union communale des producteurs de coton, l'union communale des producteurs de maïs, l'union communale des producteurs de soja et autres. Nous entretenons de très bonnes relations et nous accompagnons vraiment la dynamique. Et ça fait quand même constant qu'il y a une nouvelle dynamique quand même en termes de production. Justement, sur le plan agricole, vous aviez pour l'ambition d'améliorer la productivité dans la commune. Aujourd'hui, nous parlons de la cherté de la vie et Kouandé n'est pas épargné. Quels sont les changements que vous avez apportés dans le secteur? Oui, il faut dire d'abord que nous avons tenu de très bonnes relations. Nous avons eu de très bonnes relations et également avec les partenaires qui ont accompagné un peu un certain nombre de secteurs. Quand il prend par exemple le secteur de la production d'anacarde et autres. Donc la commune, puisque la commune n'a pas suffisamment de ressources pour injecter dans l'agriculture, nous avons tenu quand même ces relations, on a entretenu ces relations et on essaie quand même d'accompagner les structures de contrôle pour que l'inflation soit vraiment contrôlée dans la commune. Donc de telle manière qu'aujourd'hui, malgré la cherté de la vie, on sent quand même que ça va quand même un peu à Kouandé. D'accord. Alors, avant d'être maire, vous avez beaucoup travaillé avec la GIZ en tant que coordonnateur communal eau, assainissement et hygiène. C'était à Kérou. Vous avez été également conseiller technique juridique au ministère de l'eau. C'était avant 2016. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les populations de Kouandé disposent de l'eau potable? Je ne peux pas affirmer totalement que ça se passe comme prévu. Parce qu'il faut dire que avec de l'agence de l'eau, il a été retranché cette prérogative de réaliser des ouvrages dans les communes. Donc, depuis notre arrivée, ça fait il y a 2 ans, nous n'avons pas réalisé de forage sur les ressources de la commune. Donc, ça fait que nous avons d'énormes difficultés pour offrir vraiment de l'eau potable à nos populations. Mais il faut reconnaître qu'en 2 ans, nous avons quand même constaté qu'il y avait des ouvrages qui étaient en panne au niveau de la commune et au niveau du conseil communal. Nous avons décidé quand même d'en réparer. Et je crois, à la date d'aujourd'hui, nous avons réparé une cinquantaine de forages. Et maintenant, avec nos partenaires, et puis il y a certains partenaires qui viennent avec nous, et je parle des coopérations cohésiennes qui nous accompagnent dans la réalisation quand même des forages. Donc on en a réalisé assez avec les musulmans. Également avec une ONG Mané-Thésée, on avait à réparer quand même quelques ouvrages et on en a foré de nouveaux ouvrages. Donc c'est ça en fait qui nous permet aujourd'hui de tenir un peu. Sinon, avec l'État même, nous n'avons pas pu réaliser un seul nouveau forage dans la commune. Alors, on le sait, Kouandé regorge d'énormes potentialités touristiques. Ce secteur faisait partie également de vos priorités. Aujourd'hui, quel bilan peut-on faire? Bon, aujourd'hui, vraiment, je vais d'abord me réjouir de l'appui du gouvernement sur les fonds FADEC, malgré qu'en 2021, nous n'avons pas reçu suffisamment. Et avec ça, nous avons quand même pu faire face à certaines charges et quand même régler les préoccupations de nos populations et sur le domaine de la santé, de l'assainissement et du loisir. Et même en termes de gestion administrative, nous avons quand même pu faire un pas. Et si vous permettez, je vais quand même citer quelques actions pêle-mêle que nous avons quand même pu réaliser pendant ces 2 ans. Oui, allez-y. Ok. Donc, si je parle du secteur de la santé, il faut dire que nous avons eu, pendant les 2 ans, à souffrir un peu de la pandémie qui n'a pas épargné les autres communes. Je parle de Covid. Et pour quand même mettre nos populations à l'abri, nous avons eu à réaliser un certain nombre d'actions quand même qui entrent dans le cadre de la protection de nos populations. Donc ainsi nous avons pu quand même identifier un bâtiment
que nous avons réflexionné et qui avait servi en tant de centre de dépistage et de prise en charge. Et après ça, nous avons pu réaliser quand même des séances de sensibilisation à travers le recrutement d'une cinquantaine de jeunes que nous avons répartis sur toute l'étendue du territoire, ce qui a permis quand même d'apporter l'information aux populations. Nous avons également pu réaliser des bavettes, des gels hydroalcooliques, des dispositifs lave-mains et des lits, des matelas et autres pour créer un peu les conditions dans les centres de santé. Donc, toujours dans le secteur de la santé, nous avons quand même pu équiper certains centres de santé qui n'étaient pas fonctionnels. Donc, on avait au total 3 centres de santé qui étaient déjà construits, mais pas équipés. Donc, il s'agit du centre de santé de Yakabissi, du centre de santé de Kédekou et du centre de santé de Nassoukou. Donc, nous avons pu équiper ces différents centres de santé et les mettre en service, bien sûr, en mettant du personnel qualifié à la disposition. Donc, on a pu quand même réflexionner certains centres de santé, je peux citer déjà Fortancé et Chabikouma, qui ont été réflexionnés par la mairie. Alors, monsieur le maire, que deviennent les 2 sites de Kaba à Péléma et là où les colons avaient installé leur base militaire pour affronter le héros? Oui, les 2 sites sont toujours là, mais il faut dire que c'est des sites qui nécessitent beaucoup de moyens pour vraiment devenir des véritables sites touristiques. Parce que d'abord, pour accéder au site de combat de Kaba, il faut faire une vingtaine de kilomètres dans la brousse. Donc, c'est un site qui nécessite beaucoup de ressources financières pour être vraiment aménagé. Donc, ça dépasse un peu les capacités financières des communes. Et également, le site qui a servi de base militaire, c'est la même chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, ces sites ne sont vraiment pas entretenus. Et donc, je profite de ce canal vraiment pour solliciter, comme le gouvernement est vraiment en train de s'investir dans le tourisme, que vraiment ces sites soient vraiment pris en charge par le gouvernement en vue de les rendre beaucoup plus attractifs. Alors, quand on parle du tourisme, monsieur le maire, on ne peut pas oublier l'organisation de la fête de la Gani qui attire beaucoup de touristes à Kouandé. Quel profit le conseil communal tire donc de l'organisation de cette fête? Oui, ok, merci bien. Donc, il faut dire que la fête de la Gani à Kouandé est vraiment un outil de développement. C'est une valeur touristique qu'il faut vraiment promouvoir. Mais je peux dire que ces 2 dernières années, les deux années de notre gestion, la Gani ne s'est pas passée comme à l'accoutumée. Parce qu'il faut dire que ce sont les 2 années de la crise Covid. Donc, ces 2 fêtes ont été vraiment faites dans la sobriété totale. Donc, tout s'est limité au parcours rituel. Donc, on ne peut pas vraiment dire que ça a apporté quelque chose à la commune. Mais je pense que cette année, les dispositions vraiment seront prises pour vraiment rendre beaucoup plus attractif la fête de la Gani à Kouandé. C'est vraiment un véritable outil de tourisme et je pense que ça pourra vraiment rendre beaucoup plus visible la commune de Kouandé. Alors, sur le plan de la mobilisation des ressources internes, quelles sont les réformes que vous avez opérées pendant 2 ans? Ok, merci. En fait, la mobilisation des ressources constitue pour nous aujourd'hui un gros d'étranglement. Parce qu'il faut dire que les populations ne sont pas vraiment habituées à payer leurs impôts. Mais je pense que de 2020 à aujourd'hui, il y a quand même eu l'amélioration. La dernière fois, nous sommes en train de faire le point, mais on a quand même senti qu'il y a une amélioration en termes de paiement d'impôts, en termes de paiement de TDL et autres. Il faut dire que nous avons également fait un tour dans tous les arrondissements. Nous avons choisi ça comme thème de reddition des comptes pour sensibiliser à nouveau nos populations sur la nécessité du paiement, surtout de l'impôt bâti, et du foncier bâti et foncier non bâti. Parce qu'il faut dire que cette taxe ne t'aide pas du tout connu de nos populations. Donc c'est seulement dans l'arrondissement central quelques ménages s'exercent à payer le foncier bâti. Donc pour le foncier bâti, c'était du tout abandonné. Donc ça fait que dès que nous avons vraiment pris ce service, on en a fait un cheval de bataille avec les autres conseillers de recevoir des impôts.
Et nous avons commencé des sensibilisations, mais ça commence déjà pas à prendre. Et on espère que les années à venir, on va quand même améliorer notre taux de recouvrement. Voilà. 2 années d'exercice du pouvoir local, c'est sans doute un exercice à la fois difficile et passionnant pour vous. Mais pour les 4 années à venir, quels sont les défis qui s'imposent à vous? Voilà. Les défis qui s'imposent à nous vraiment sont énormes. Et comme je le disais tout à l'heure, en matière de tourisme, Kouandé regorge assez de sites touristiques qui ne sont pas mis en valeur. Et c'est la même chose pour la fête, par exemple, de la Gani. Il y a beaucoup de choses à améliorer pour que cette fête ne soit pas juste des retrouvailles, mais qu'on puisse vraiment avoir des touristes qui viennent vraiment apprécier. Il y a le cheval que les gens peuvent vraiment, qui est aujourd'hui un animal qu'on peut vraiment exploiter, valoriser. Donc on a beaucoup de défis sur le plan du tourisme pour vraiment améliorer même les recettes de la commune. Donc il y a également beaucoup d'autres choses sur le sport par exemple. Et nous avons démarré cette année avec la construction d'un stade d'arrondissement à Kouandé Centre. L'objectif, avant la fin du mandat, c'est de mettre à disposition de chaque arrondissement un stade d'arrondissement. Il y a également au niveau de l'administration des réformes qui ont démarré avec la nouvelle loi sur le code de l'administration territoriale. Donc nous avons beaucoup de défis à ce niveau parce qu'il faut dire que nous avons une administration vieillissante et beaucoup vont à la retraite en 2023, 2024 et 2025. Donc il sera nécessaire vraiment qu'on puisse restructurer notre administration pour qu'elle soit vraiment au service de nos populations. Et il y a également le document de planification, le PDC. Et notre PDC vient à terme d'ici quelques mois, en août. Et nous avons cette obligation de mettre à la disposition de nos concitoyens un nouveau PDC, le PDC 4, et dont l'élaboration va commencer très, très prochainement. Et nous avons vraiment beaucoup de défis, même en termes de scolarisation. Nous avons beaucoup d'écoles qui n'ont pas de salle de classe. Et il y a également le taux de scolarisation qui a commencé par baisser, parce que quand on a été cette année aux différents examens, on a senti qu'il y a une baisse, excusez-moi, du taux de participation et au niveau même des classes, on a senti que le taux d'inscription a baissé. Donc c'est un défi, puisqu'il faut vraiment maintenir le cap ou améliorer vraiment la scolarisation de nos enfants. Donc c'est vraiment un défi énorme à ce niveau. Il y a les zones rurales aussi qui constituent un défi pour nous. Et il faut vraiment arrêter cette pratique. Donc également sur le plan des infrastructures routières, nous avons vraiment assez de difficultés et nous pensons que dans les années à venir, nous allons vraiment mettre assez de ressources pour faciliter les échanges commerciaux entre les autres communes et la commune de Kouandé et à l'intérieur même. Voilà, les défis sont nombreux. Merci à vous, monsieur le maire donc de la commune de Kouandé. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes d'échange sur le bilan de vos actions après 2 ans de fonction à la tête du conseil communal de Kouandé. Très bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, on va revenir à Cotonou pour évoquer un autre sujet. N'oubliez surtout pas que vous avez la possibilité de nous suivre en direct sur le www.43television.com. Avec Jacques-Richard Kodjo, nous parlerons tout à l'heure des élections à la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Some of that, some of this, some of that. Give me some of that, some of this, some of that. How you gon' do me like that? Walking here looking like a movie like that. You know I'm coming back if you move me like that. One, make you melt like the sun.
Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Désormais, regarde ta télévision en grand avec la TV Confort 42 pouces de MySol. Le journal et les feuilletons, tout est bien plus grand à partir de 890 francs CFA par jour avec MySol. Le kit TV 42 pouces de MySol, c'est 6 lampes solaires, un ventilateur solaire et une grosse batterie solaire avec une garantie de 4 ans offerte. Waouh! Vous avez également la possibilité d'acheter le kit à crédit sur 2 ou 3 ans. C'est génial! Pour plus d'informations, rapprochez-vous de nos commerciaux ou de l'une de nos agences ou appelez-nous gratuitement au 69 110 99 99 à partir d'un numéro MTN. Ne perdez plus une seule seconde. Venez chercher votre kit MySol, le meilleur du solaire pour une vie meilleure. 80 membres pour constituer la première mandature de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Les élections sont prévues pour le dimanche 24 juillet prochain. Avec le président du comité d'organisation de ces élections, nous ferons le point de ce processus électoral avec le docteur Jacques-Richard Kodjo. Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. Merci. Eh bien, nous sommes à un mois de ce rendez-vous électoral. Quel est le point qu'on peut faire? Merci infiniment. Vous comprenez que je sois un peu influencé en revenant sur ce plateau parce que Canal 3 est un partenaire fidèle qui fait en sorte que les choses se passent très bien. Donc, je voudrais saluer tous les responsables de Canal 3 et vous-même, Monsieur Idrissou Boukari. Merci. Alors, nous sommes rentrés de plein pied dans ce processus depuis le 1er juin, date de convocation du corps électoral. Nous avons annoncé sur ce plateau que tout le monde pouvait y participer et nous sommes dans le processus. Aujourd'hui, nous avons essayé d'afficher, j'avais expliqué que les listes électorales allaient être générées par l'ANIP à partir des résultats du recensement national des artisans. Ce qui a été fait, et les listes électorales ont été affichées dans les 546 arrondissements de notre pays. Et suite à cet affichage, les artisans ont fait des réclamations. C'est normal. Je n'ai pas retrouvé mon nom est mal orthographié, je ne suis pas placé là où je devais être. Et toutes ces réclamations, nous les avons traitées. Chacune de façon sérieuse, nous les avons traitées et nous avons intégré les réclamations. Et depuis jeudi et depuis vendredi, nous avons commencé à afficher les listes électorales définitives. Les listes à base desquelles les gens pourront aller voter suite aux réclamations. Donc, c'est des listes ajustées, rectifiées que nous avons commencé à afficher depuis vendredi. Et depuis vendredi également, puisque vous demandez là où nous en sommes, oui, nous avons ouvert les boutiques à la Sénat pour recevoir les listes de candidatures. Et ça va se poursuivre vendredi, samedi, aujourd'hui, dimanche, et demain, lundi, et ça prend fin le mardi à minuit. Donc, mardi à minuit, nous allons boucler la réception des listes de candidatures et le comité, sous l'éclairage, bien entendu, de la Commission électorale nationale autonome, va procéder à l'examen et à la régularité des dossiers de candidature.
suite à cela, nous allons afficher une première fois la liste des candidats retenus. Après cet affichage, nous allons prendre encore les réclamations, intégrer les réclamations avant d'afficher les listes définitives de candidats qui iront aux élections. Pendant ce temps, la campagne va démarrer à quel moment? Alors, c'est seulement quand on aura les listes définitives que nous allons pouvoir, parce que entre les listes, la validation des listes définitives et le début de la campagne électorale, nous avons du travail en sous-main. C'est-à-dire que c'est seulement lorsque nous avons les listes définitives de candidats que la Sénat peut lancer l'impression des documents électoraux. Parce que c'est le nombre de candidats qui détermine la confection d'un certain nombre de documents électoraux. Donc, validation des candidatures, lancement des documents électoraux, mais surtout l'impression des spécimens des bulletins uniques. Parce qu'il faut mettre à la disposition des candidats les spécimens des bulletins uniques avant de lancer la campagne électorale. Parce qu'en allant en campagne électorale, les candidats doivent montrer à leurs électeurs là où ils se positionnent sur le bulletin unique. Alors, le comité que vous présidez a une collaboration avec la Sénat pour l'organisation de ces élections. Quel va être l'apport de la commission électorale dans ce processus? Oui, j'allais dire que c'est... Il y a un mémorandum d'entente. Il y a eu un mémorandum d'entente qui sépare bien les responsabilités. Vous l'aurez compris, tant que je parlais des listes électorales, je n'ai jamais évoqué la Sénat. Parce que les listes électorales sont du ressort de l'Agence nationale d'identification des personnes. Donc c'est l'ANIP. Et nous travaillons avec l'ANIP pour finaliser les listes électorales, ce qui va entraîner les listes d'émargement. Mais tout le reste du processus se fait sous le regard attentif et vigilant des experts de la Sénat. Parce qu'en matière électorale dans notre pays, seule la Sénat en a la capacité technique, seule la Sénat en a l'ingénierie. Et donc, tout se fait, et d'ailleurs, vous l'avez vu, nous recevons les listes de candidats à la Sénat. Parce que la Sénat... Voilà, mesdames et messieurs, quelques soucis techniques, mais nous espérons que tout est rentré dans l'ordre. Non, monsieur, le président du comité d'organisation des élections à la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, on parlait donc de votre collaboration avec la Commission électorale nationale autonome. Oui, merci. Il faut dire que la Commission électorale nationale autonome, c'est moins une collaboration qu'une tutelle. Hein. Il faut dire que c'est la Commission électorale nationale autonome qui fait tout. En fait, nous, on les oriente, on leur donne les spécificités du métier, des métiers au sein de l'artisanat, mais c'est eux qui sont au charbon, c'est eux qui font presque tout. Donc, c'est dire que nous avons la garantie de la fiabilité du processus et nous avons également la garantie de la sincérité du vote, et parce que c'est les pratiques éprouvées de la Sénat que nous sommes en train d'utiliser dans le cadre de ces élections. D'accord. Le processus se poursuit, hein, et puis des voix s'élèvent pour dénoncer ce qu'on appelle des irrégularités qui ont émaillé ce processus. D'abord, on parle du respect du délai d'affichage des listes électorales. Qu'en est-il réellement? Alors, oui, l'idée, c'est que des délais ont été prescrits dans le décret. Et donc, ces délais, finalement, ont été respectés. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons eu quelques soucis dans l'harmonisation de l'affichage des listes dès le départ, sur toute l'étendue du territoire. Et les listes provisoires, j'allais dire, ont été affichées plus tôt dans certains arrondissements que dans d'autres. Mais à la fin, avec le gestionnaire mandataire de l'ANIP, nous avons convenu
de proroger le délai de réception des réclamations afin que ceux qui ont reçu l'affichage plus tard aient les mêmes délais pour pouvoir procéder à leur réclamation. Ce qui a été fait. Donc, ce délai a été rattrapé. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape de l'affichage des listes définitives. À cette étape, depuis vendredi, les listes ont commencé à être affichées. Mais hier, samedi, il y a seulement les communes des DKP, les 2 KP que nous n'avons pas pu, auxquelles nous n'avons pas pu avoir accès à cause des pluies qu'il y a eu avant-hier et les routes étaient complètement inaccessibles. Mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, l'affichage a commencé dans les arrondissements de toutes les communes des 2 KP pour que nous puissions rester dans les délais. Et à ce jour, nous sommes encore dans les délais. Alors, ce qui est également reproché à l'organisation de ces élections, ce sont des agents électoraux qui se font rares dans certaines localités. À Segbana, par exemple. Pourquoi? Oui, nous n'avons pas encore déployé les agents électoraux. Pour l'instant, ce sont les agents de l'ANIP qui se chargent d'afficher, qui ont reçu les réclamations et qui se chargent également de nous afficher les listes définitives. Voilà à quelle étape nous sommes. Maintenant, je reconnais qu'à Segbana, il y a eu beaucoup de bruit à Segbana. Puisqu'on parle de Segbana, permettez que j'aille sur un exemple qui est resté sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un, un artisan à Segbana, qui a déploré le fait qu'il y ait près de 50 femmes qui soient sur la liste électorale à Segbana et qui soient dans la branche métaux. Et il dit, dans ses audios, que lui ne connaît aucune femme soudeur dans Segbana. Que comment on peut mettre 50 femmes et que c'est le cas adverse qui a introduit des personnes. Ça n'a pas fait l'objet de réclamations en bonne et due forme. Mais puisque nous avons eu les audios, nous ne pouvions pas rester sourds à cette préoccupation. Nous sommes allés chercher. Effectivement, nous avons vu des femmes dans la branche métaux à Segbana, mais la précision que le monsieur ne nous a pas donnée, c'est que devant les noms de ces femmes, c'est écrit « fabrication de matériel agricole ». Fabrication de matériel agricole, nous avons plein de femmes qui sont dans ce domaine-là. Et effectivement, ce métier, fabrication de matériel agricole, est classé dans la branche métaux. Et donc, dans la branche métaux, il n'y a pas que des soudeurs. La branche métaux embrasse plus de 27 métiers. Donc, lui, quand il regarde simplement et il se met à crier, ça nous pose quelques soucis. Mais, dans la vérité, les femmes sont effectivement sur la liste. Les femmes sont dans le domaine de fabrication de matériel agricole et elles ont bien leur place sur la liste. L'absence de plusieurs potentiels candidats et électeurs sur les listes électorales, quand bien même ils se sont fait enregistrer lors du recensement national des artisans, c'est le constat qui a été fait dans certaines localités. À quel niveau ça n'a pas marché? C'est toujours l'ANIP? Non, ce n'est pas l'ANIP. Ce n'est pas l'ANIP. Parce qu'au départ, nous aussi, nous pensions que c'était les bases de données de l'ANIP qui avaient des problèmes. Mais nous avons vérifié avec les agents de l'ANIP. Ils ont sorti la base de données. Il y a eu plusieurs situations. La situation la plus flagrante, c'est que le recensement national des artisans s'est déroulé sur 2 phases. Il y a eu une première phase où les artisans ne sont pas sortis. Et c'est eux-mêmes les artisans qui ont réclamé une seconde phase. Et les artisans, il y en a beaucoup qui se sont fait recenser à la première phase et qui après sont allés encore se faire recenser à la seconde phase. Lorsque la base de données retrouve votre nom 2 fois, c'est que vous êtes éjecté de la liste électorale. Parce que c'est comme si vous vouliez faire la fraude. Mais quand vous réclamez derrière, nous allons regarder et nous vous attribuons le positionnement que vous avez demandé au premier recensement. Parce que le deuxième recensement n'est pas une mise à jour de la base, mais c'est un recensement complémentaire. Ceux qui se sont fait recenser premièrement ne devraient pas se faire recenser une seconde fois. Et ça, c'est le cas le plus flagrant. Et j'ai un artisan de Sakété qui dit que lui, il a conduit les artisans pour aller faire le recensement et que lui ne retrouve pas son nom et que Alors, on a retrouvé le nom du monsieur, on est allé dans la base de données. Figurez-vous, monsieur Idrissou Boukari, que ce monsieur
est effectivement sur la liste qui a été affichée. Et nous avons fait la photo de la liste affichée que nous lui avons envoyée pour lui dire, mais vous êtes effectivement sur la liste. Et ou encore à l'arrondissement central de Sakété. Mais c'est le monsieur qui crie sur les réseaux sociaux pour dire que lui n'a pas retrouvé son nom, alors que lui, il a amené des gens. C'est vous dire que, bon, c'est une élection, il y a beaucoup de bruit autour, les gens font des réclamations, mais derrière, on se rend compte qu'on n'a pas grand-chose à reprocher à l'ANIP. Alors, pour ceux dont les noms étaient éjectés de la base de données pour double inscription, est-ce qu'ils ont la possibilité de s'inscrire à nouveau? Oui, ils avaient la possibilité, lors des réclamations, de venir dire que leur nom a été omis. Et ils auraient écrit leur nom sur les fiches de réclamation, on les aurait rétablis. Mais à l'étape d'aujourd'hui, s'ils n'avaient pas fait ça, ils ne peuvent plus faire aujourd'hui. Parce qu'on a commencé à afficher les listes électorales définitives. Il faut qu'on avance. Il y aurait des intentions d'éliminer certains candidats de certaines régions. Vous êtes le président du comité d'organisation. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, je ne sais pas. Moi, j'ai reçu un mandat. D'abord, c'est le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui m'a désigné pour être au sein de ce comité. Et j'ai reçu un mandat du gouvernement pour conduire cette élection de façon inclusive sur toute l'étendue du territoire national. L'objectif, et je pense que c'est même à dessein qu'on a mis quelqu'un du ministère de la Justice pour diriger. Parce que, entre griffes, je suis un peu étranger au monde des artisans. Donc, je n'ai aucun intérêt, personnellement, à éliminer qui que ce soit. Mais ce que je remarque, c'est qu'il faut que nos amis artisans comprennent la logique des tests qui ont été pris. Dans le décret, par exemple, on a dit que les recours ne sont pas suspensifs du processus électoral. Alors, il y a un artisan de Parakou qui crie également pour dire qu'il a fait inscrire 400 artisans dans la branche extraction et forage. Et qu'à l'arrivée, il n'a pas retrouvé les noms de ces 400-là. Qu'à cela ne tienne. Malheureusement, ils n'ont pas fait une réclamation dans ce sens. Ils n'ont pas fait de réclamation. Mais qu'à cela ne tienne. Si effectivement ils ont été recensés et que ce n'est pas les cas de double recensement et tout le reste, on fera le processus, mais ils ont la possibilité de faire un recours après. Et dans leur branche, les postes pourront être invalidés par la Cour. Donc il n'y a aucun problème, il n'y a même pas à chercher à dribbler des candidats parce que la Cour pourra invalider des sièges. Et quand avec ce monsieur, j'ai échangé, il me dit non, que c'est les mêmes. J'ai dit, mais là, j'ai un problème avec vous, monsieur, parce que si vous ne faites pas confiance aux institutions de notre pays, là, il y a un autre problème. Parce que moi, je représente le ministère de la Justice. Le minimum que je demande aux artisans, c'est de faire confiance au ministère de la Justice et à tout le système judiciaire béninois qui pourra rétablir l'ordre en son temps. Alors, pour finir, qu'avez-vous à dire à ces artisans, surtout ceux qui doutent de la transparence de ces opérations? Merci beaucoup. C'est d'ailleurs pour avoir la transparence que le gouvernement, avec à sa tête le président Patrice Talon, ils ont demandé que nous passions au vote matériel et manuel avec des urnes transparentes que nous pouvons surveiller chacun. Si quelqu'un doute de la transparence des élections, que la personne mette en place un système de, comment on appelle ça, d'observateurs pour qu'on puisse voir comment les opérations se déroulent. Dans tous les cas, le comité que j'ai l'honneur de diriger n'a aucune intention d'éliminer quelqu'un, n'a aucune intention de favoriser un autre. Et je voudrais demander aux artisans de bien vouloir nous faire confiance. Nous sommes leurs frères, nous sommes leurs époux, nous sommes leurs fils et nous n'avons aucun intérêt à favoriser l'un contre l'autre. La seule chose que nous souhaitons, c'est que cette réforme de la Chambre des métiers de l'artisanat puisse faire jour pour que les artisans béninois vivent dans de meilleures conditions, fassent de meilleures productions pour le développement économique et social de notre pays. En tout cas, nous suivons de très près ce processus électoral. Merci à vous, Dr Jacques-Richard Kodjo, président du comité d'organisation des élections à l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Bon dimanche et surtout, bon courage à vous. Merci infiniment. Merci beaucoup.
Mesdames et messieurs, nous abordons à présent la dernière ligne droite de l'aventure grand format. Ne ratez surtout pas notre dernier rendez-vous avec le rappeur Inkstime. C'est l'artiste de la semaine, mais c'est l'instant, pour le moment, c'est l'instant décryptage de l'actualité nationale avec notre invité média, Kokouvi Ekoulou, est le rédacteur en chef du quotidien du service public La Nation. On va l'installer avec la revue de presse hebdomadaire de Nassis Alossé. Bonjour à toutes et à tous. L'actualité cette semaine, ce sont encore des rencontres entreprises par le chef de l'État avec ses prédécesseurs. Et sur le sujet, les journaux nous apprennent que Nicéphore Soglo apprécie les efforts d'apaisement de Patrice Talon et demande d'aller plus loin. Le quotidien Fraternité y trouve une certaine motivation et conseille à l'homme du nouveau départ de boucler la boucle avec l'opposition et la société civile. Sans eux, estime le journal, la série de rencontres à la Marina en vue d'une décrispation du climat politique et du bien-être des populations aura un goût d'inachevé. En tout cas, ce processus devant conduire à un climat de sérénité pour tous ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin, insiste Fraternité. Du coup, le journal Le Pays émergent fait une proposition similaire, portant cette fois-ci sur des détenus libérés ou non et les exilés. Mon confrère croit savoir que beaucoup de Béninois estiment que les vrais acteurs politiques sont toujours détenus en prison et certains sont toujours en exil. Il est aussi question cette semaine du message envoyé par le chef de l'État béninois à son homologue français au lendemain des législatives en France. Des élections à l'issue desquelles le pouvoir a perdu la majorité absolue au Parlement. Selon le journal Bénin Intelligent, Patrice Talon sait que ce revers met Emmanuel Macron en difficulté au Parlement. Mais optimiste, il estime plutôt que ces résultats, quoique mitigés pour lui, demeurent un moindre mal. Patrice Talon réconforte son homologue français Emmanuel Macron. Le quotidien Matin Libre lui trouve qu'il y a des sous-entendus dans ce message. La publication s'attarde sur l'extrait du message qui dit, citation, « La routine et la sérénité ne sont peut-être pas les meilleurs atouts pour la France en ces circonstances-ci. » Fin de citation. Du coup, le journal s'interroge. Que veut insinuer Patrice Talon? En tout cas, employer ces mots dans un contexte de défaite législative renvoie aux réalités béninoises à l'heure de la rupture, commente Matin Libre, qui rappelle qu'en 2019, la réforme du système partisan a engendré une élection non inclusive avec, in fine, l'installation d'un parlement entièrement contrôlé par la mouvance présidentielle. En parlant donc de routine, de sérénité qui ne sont pas les meilleurs atouts de la France, puis évoquant le fait que les grandes nations aient besoin de se réinventer dans les moments difficiles, Patrice Talon voudrait-il que la France prenne exemple sur le Bénin de la rupture, se demande la publication. Si c'est le cas, insiste Matin Libre, il y a des raisons d'avoir des craintes quant à l'ouverture annoncée des législatives de 2023 au Bénin. Le même journal s'intéresse à la célébration de la fête de l'indépendance et se demande si on tend vers un 1er août 2022 comme en 2016. Même si, sans risque de se tromper, on peut dire non, écrit Matin Libre, il n'est pas exclu que Patrice Talon réussisse à avoir à ses côtés cette année sur le boulevard de la Marina Boni Yayi, Nicéphore Soglo, Lionel Zinsou et bien d'autres figures de pro de la classe politique nationale. La série de consultations qu'il a entreprises ces derniers temps pourrait lui être profitable s'il tient le bon bout, conclut le journal. Loin de la politique, le quotidien matinal consacre son gros titre de vendredi au décret pris en Conseil des ministres cette semaine. Il s'agit des décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du Comité national chargé de la coordination des activités de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de prolifération des armes de destruction massive au Bénin, du régime de mise en œuvre des sanctions financières ciblées liées au financement du terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive. Une diligence réglementaire qui, commente le journal, vient s'ajouter à la panoplie de mesures prises ou en cours pour contrer la question du terrorisme au Bénin. Conclusion de mon confrère, le Bénin renforce son dispositif antiterrorisme. Toujours dans la suite de cette semaine littérature, les journaux nous informent de la sortie d'un essai politique teinté de biographie qui est désormais disponible dans les librairies. Le titre « Au nom de la femme », un ouvrage écrit par Claudine Fiavi Prudencio. Le quotidien Matin Libre croit savoir que dans ses fonctions de présidente de l'Institut national de la femme, l'ancienne ministre et députée a voulu partager avec les Béninois et surtout les femmes du monde entier
ses réelles ambitions et motivations dans le cadre de ce combat qu'elle a démarré depuis son jeune âge. Figure de proue de la scène politique nationale et très connue pour son leadership et charisme avéré, ajoute le journal L'Autre Vision, Claudine Afiavi-Prudencio vient de rendre disponible dans les librairies son tout premier ouvrage au titre assez illustratif de son engagement au service de la gente féminine. Une plume que mon confrère qualifie d'originale et de digeste au service du combat pour l'émancipation de la femme au Bénin. En tout cas, Claudine Afiavi-Prudencio valorise autrement la gente féminine, conclut le journal L'Autre Vision. Au Bénin, il y aura bientôt un nouveau recensement général de la population. L'information a occupé les colonnes des journaux cette semaine. Le sujet fait d'ailleurs le gros titre de l'autre quotidien dans sa livraison de jeudi. La décision, en croire le journal, a été prise en Conseil des ministres et ce sera le 5e exercice de l'histoire du Bénin. Finissons ce tour d'horizon de l'actualité avec du sport. Au sein de la famille de la boxe béninoise, nous sommes à la veille de l'Assemblée générale élective et face aux velléités des uns et des autres avant l'échéance, les journaux nous informent que le président par intérim de la fédération a sifflé la fin de la récréation. Agitation et campagne précoce en prélude à l'AG de la Fédération béninoise de boxe, titre le journal Le Pays émergent. Pierre-Léonard Henvy appelle au respect des tests et à la vigilance. Plus rien ne sera comme avant, prévient l'homme dans les colonnes du journal, qui précise que le renouvellement de l'organe dirigeant du Noblar au Bénin se fera le 4 août prochain. Et c'est l'essentiel à retenir cette semaine de l'actualité, vue et commentée par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine. C'était l'essentiel de l'actualité vue et commentée par les canards parus cette semaine. Merci beaucoup à vous, Narcisse Alossé. Rendez-vous dimanche prochain en plateau pour le décryptage de quelques-uns des sujets évoqués dans la revue de presse hebdomadaire Kokouvi et Koulou. Bonjour. Bonjour Idriss. Vous êtes le rédacteur en chef du quotidien du service public La Nation. Alors, Patrice Talon s'est montré solidaire vis-à-vis de son homologue français Emmanuel Macron, qui a perdu la majorité absolue au Parlement suite aux dernières élections législatives en France. Pour vous, qu'est-ce qui peut motiver Patrice Talon à envoyer un message comme ça à son homologue français? Merci Idriss, merci pour l'invitation. Bon, je pense que toi-même tu viens de le dire, je ne peux l'interpréter comme étant un message de solidarité à l'endroit de son homologue français, vu tout ce qu'il y a comme conséquence derrière ces législatives. Je crois que si c'est de ce soutien-là, il en a besoin, surtout que diriger sans avoir la majorité constitue quand même un exercice pas facile pour celui qui, tout comme notre président, s'est engagé à faire des réformes, mais ça va être difficile et je crois que ce n'est pas une mince affaire et il aura bien besoin de ce soutien-là de la part de son homologue béninois. Donc c'est ainsi que moi je l'interprète. C'est vrai que chacun qualifie donc le message à sa façon en fonction de sa position, message de soutien, de provocation, de moquerie, de consolation. Quelle est votre lecture? Non, Est-ce que vraiment Emmanuel Macron en a besoin? Mais je ne saurais parler un peu des relations qu'il y a entre ces deux dirigeants. Surtout que nous ne sommes pas au courant de ce qu'ils s'échangent comme message. Ce serait difficile de tabler sur des a priori pour faire des supputations ou commentaires. Je me garde de me lancer dans ces commentaires peu crédibles et peut-être
dénué de tout sens. Alors, je vois rien qu'à travers ceci un soutien de la part de Patrice Talon. Alors, est-ce que le contexte et même l'environnement, donc Benoît, s'y prête quand on sait qu'en 2019, nous avons eu des élections qui n'ont pas permis à l'opposition d'y participer. Nous avons un Parlement monocolore. Est-ce qu'aujourd'hui, le Bénin peut se montrer, peut donner l'exemple peut-être à la France dans ce contexte? Je crois que ce qu'il y a eu en 2019, c'est du passé. Aujourd'hui, nous nous engageons dans un autre processus et tout concourt à nous amener vers des élections quand même inclusives. Et le souhait de nous tous, c'est que cela se fasse et qu'il y ait vraiment cet apaisement-là et cet esprit d'aller vraiment vers des élections inclusives et crédibles. On ne saurait parler, c'est vrai qu'il faut toujours avoir un œil dans le rétroviseur, mais l'histoire aussi nous enseigne pour construire le futur, l'avenir. Donc, c'est des leçons que nous avons eu à apprendre de cette situation qu'on a eue en 2019. C'est vrai que ces événements restent encore vivaces dans les mémoires, mais ils sont à oublier, surtout que nous nous engageons maintenant dans un processus et nous ne pouvons que donner de crédit à tout ce qui se fait et faire foi quand même à nos institutions et à nos dirigeants. D'accord. Effectivement, le rendez-vous, c'est pour le 8 janvier 2023 pour les élections législatives. À votre avis, quel doit être le rôle du chef de l'État, Patrice Talon, pour que nous ayons tout au moins cette fois-ci une élection libre et transparente? Je ne sais pas, en tant que dirigeant, en tant que chef du gouvernement, je crois que ce qui lui incombe, c'est déjà convoquer le corps électoral, ce qui a été fait. Et puisqu'il y a des institutions qui sont mises en place et qui sont appelées à jouer leur rôle, sa partition, je crois que ce serait avant tout de mettre à disposition les moyens à travers le ministère des Finances et tout ce qui essayait quand même d'œuvrer à ce que tout se passe comme cela se doit. Donc, il s'est assez montré disponible, assez engagé à aller vers quand même la paix et je crois que on ne peut que l'en féliciter et lui l'encourager dans cette voie-là. D'accord. Il y a des partis politiques qui pourraient disparaître de l'échiquier politique national s'ils ne participent pas aux prochaines élections législatives après avoir raté le rendez-vous de 2019. Les partis comme Moël Bénin qui a perdu une fois encore quelques-uns de ses cadres et l'on se demande qu'est-ce qui arrive à ce parti. Est-ce qu'il y a à se demander ce qui arrive à ce parti? Je pense que toutes les formations politiques enregistrent des cas de démission. C'est pas Moël Bénin n'est pas le premier, ne sera pas le dernier. Je crois qu'ils ont, autant qu'ils enregistrent ces sorties, il y a des entrées. Je me rappelle, je me souviens bien que la semaine dernière, il y a eu l'adhésion d'un ancien cacique de la RB, l'ancien ministre de l'Intérieur Alabic Began, et qui a su quand même rallier ce parti avec ses militants de Tofor, je crois. Donc, que ces personnes viennent également donner peut-être du souffle à ce parti, ce n'est que de bonne guerre. Maintenant, c'est une dynamique, comme toute organisation qui se veut dynamique, elle est en proie à enregistrer ces genres de situations. Et autant que les partis majeurs du pays, comme
ceux de la mouvance ou de l'opposition connaissent ces déboires, autant des partis qui sont quand même, qui traversent ce cycle de croissance peuvent être ébranlés. Donc on ne peut que voir la chose de cette manière. Mais dire que bon, c'est l'implosion, je ne le vois pas ainsi. D'accord. Autre sujet avec vous, Kokivi Eklo. En Conseil des ministres mercredi dernier, le gouvernement décide de mettre en place l'organe national de contrôle d'éthique dans l'enseignement supérieur. Comment appréciez-vous l'initiative? Comment l'apprécier? Je suis un observateur, tout comme bon nombre de citoyens qui observent et qui suivent un peu les réformes qui sont engagées par le gouvernement au niveau du secteur éducatif. Et s'ils jugent fort de ce qu'ils ont énuméré comme impair et mauvaise fortune du système éducatif, s'ils jugent qu'il est temps de pouvoir faire ces réformes, de pouvoir quand même assainir l'univers de l'enseignement supérieur, de permettre aux universités de fonctionner telles des entités quand même qui sont suivies, qui ne sont plus laissées au bon vouloir des enseignants qui viennent donner, qui viennent livrer le contenu qu'ils veulent aux étudiants. Je pense que ce regard-là, que cette institution, cet organe-là vient quand même porter sur cet univers, doit être quand même quelque chose de noble, et on va voir un peu ce qui va se faire par la suite. Je ne suis pas Saint Thomas, mais je laisse quand même l'avenir nous dire ce qui va se faire. Est-ce que les intentions ne sont pas plutôt orientées vers les cas de harcèlement en milieu universitaire également, quand on parle de contrôle également d'éthique? Je ne sais pas comment est-ce que on pourrait empêcher des enseignants de pouvoir toujours mettre cette pression-là sur des étudiantes. Mais bon, aujourd'hui, nous avons des lois qui permettent quand même à ces personnes-là de pouvoir dénoncer, de pouvoir faire des dénonciations, et aux témoins également de pouvoir faire des remarques sur des comportements de nos enseignants. Et on ne peut que saluer tout ce qui se fait dans ce sens et voir quand même nos filles, nos enfants évoluer à l'université et faire quelque chose de leur vie. Ça ne peut être que salutaire pour nous. Sport, pour finir avec cet entretien, on connaît désormais donc le classement FIFA du mois de juin 2022. Le Bénin est en chute libre. Est-ce que c'est sans surprise? C'est sans surprise vu les résultats que nous avons eus. Nous avons réussi ces dernières, les deux dernières défaites. Aussi bien face au Sénégal et puis au Mozambique. Je crois que ça ne devrait pas être une surprise. Et voilà, donc il faut aujourd'hui tirer leçon de ce classement. Je pense que nous évoluons sans nous prononcer, sans évaluer ce que nous faisons. Je crois en 2019, nous avons été grisés par cette victoire-là à la Coupe d'Afrique des Nations. Nous retrouver en quart de finale et puis avec tout ce qu'il y a eu comme euphorie, nous avons perdu de vue l'essentiel, c'est-à-dire qu'il faut travailler davantage, réorganiser les choses, mais ça n'a pas été fait. Et nous avons aussi cette tendance à ne pas travailler dans la durée. Moi, je n'ai rien contre Dussuyer. Je pense qu'il avait été là et qu'il a vraiment fait un travail formidable. Et c'est dans l'ordre normal des choses que certains échecs viennent nous remettre à notre place et nous faire réfléchir. Mais bon, on a jugé bon qu'il fallait le pousser à la porte. Il est parti. Mais une fois son départ acté, est-ce qu'on a vraiment pris les dispositions qu'il faut pour ne pas
connaître les mêmes revers. Ça n'a pas été fait et ce que nous observons, moi je l'ai prédit et ce n'est pas une surprise pour moi. Avec Moussa Latondji, est-ce que vous avez l'impression que ça ne prend pas véritablement? Je suis pas pessimiste, mais je ne vois rien. Je ne vois rien venir. Depuis qu'il est là, je n'ai pas vu un Bénin triomphant avec un fond de jeu plaisant qui soit différent de ce qui a été fait par son prédécesseur. Tout ce que je vois, c'est qu'on fait appel à beaucoup de binationaux qui se retrouvent parfois dans leur championnat sans vraiment des temps de jeu et qui viennent et qui ne livrent, qui ne rendent que ce que nous observons comme performance sur le terrain. Je crois qu'il faut réfléchir, il faut vraiment penser les plaies et remettre les choses à l'endroit qu'il faut. Le prochain rendez-vous, c'est en septembre face au Rwanda. Est-ce qu'on peut espérer un petit quelque chose? L'espoir est encore permis, puisque quand vous écoutez nos autorités, l'engagement est là. La volonté politique y est. On fait tout quand même pour mettre les moyens à disposition de l'équipe. On aura tout sauf souffrir des moyens. Maintenant, qu'est-ce qui va être fait du côté de l'encadrement technique? Nous avons encore du temps. On est bientôt en juillet et on a 2 mois pour préparer cette rencontre. Et il sera bien que tout s'active autour de cette équipe pour qu'on puisse relancer la machine et pourquoi pas nous qualifier encore pour la prochaine CAN. Est-ce qu'il faut trouver un autre soutien à Moussa Latondji ou lui seul on peut compter sur lui pour la suite de l'aventure? Bon, je crois que chaque entraîneur vient avec son encadrement. Je ne sais pas comment il est entouré et je ne saurais vraiment dire ce qui fait défaut dans cette équipe. C'est ceux-là qui sont payés pour organiser le championnat, pour organiser l'équipe nationale, qui peuvent faire ce diagnostic-là. Moi, je parle en suivant l'actualité, en jetant un coup d'œil sur nos résultats. Et je trouve qu'il y a comme un inimisme qui ne dit pas son nom. Il faut pouvoir réveiller les choses. Et voilà, j'ai vu, on a lancé le recrutement d'un entraîneur, d'un coach, d'un sélectionneur, mais qui n'a pas abouti. Il semble qu'on a eu à suspendre ce processus. Je ne sais pas pourquoi. Et bon, aux autorités de poser vraiment les problèmes. L'espoir est encore permis. Oui, c'est permis, on y croit. Kokouvi Eklou, rédacteur en chef du quotidien La Nation, merci pour ces analyses. On va se retrouver dans quelques semaines. Merci beaucoup Idriss, merci et bonne suite à toi et à très bientôt. Ok, bon dimanche à vous. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que va s'arrêter l'aventure grand format de ce dimanche 26 juin 2022. Merci à vous qui nous suivez depuis Kouandé. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir.